Madame la députée. La parole est à Madame Valérie Rabault pour la Nouvelle Gauche. Madame la présidente, Madame la ministre, Madame la présidente de la Commission des affaires sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, lors de votre propos liminaire, vous avez, Madame la ministre, cité Simone de Beauvoir. Permettez-moi d'entamer cette discussion générale en citant François Mitterrand, qui écrivait dans L'Abeille et l'architecte, je le cite, « Ma liberté ne vaut que si j'assume celle des autres ». À mes yeux, cette citation résume à elle seule la différence de doctrine politique que nous portons sur votre projet de loi. Pour pouvoir exercer pleinement sa liberté en matière de parcours professionnel, c'est-à-dire assurer que chacun puisse assurer sa propre liberté. Or, votre projet de loi ne le propose pas, car il a pour seul pivot la liberté individuelle, celle d'utiliser un smartphone pour avoir en temps réel son tableau de bord du compte personnel formation, celle de pouvoir faire son marché des formations pour trouver celle qui correspond le plus à son souhait de mobilité professionnelle. Mais il ne veille pas, votre projet de loi, à ce qu'il y ait un exercice effectif de cette liberté individuelle pour toutes et toutes. En d'autres termes, le salarié, bien au fait des nouvelles technologies, trouvera avec votre projet la possibilité d'exercer pleinement sa liberté individuelle. Mais pas le salarié qui est le plus éloigné du système, pas celui qui n'aura plus la possibilité de bénéficier d'un bilan de compétences qui lui permettra de faire le point sur sa situation avant de pouvoir s'engager dans une formation. Pas non plus l'apprenti qui n'aura plus de CFA sur son territoire, comme par exemple 5000 apprentis dans la région Occitanie qui risquent de se retrouver dans ce cas-là. Bien sûr, votre projet de loi s'inscrit pleinement dans la philosophie portée par le président de la République qui vise avant tout à s'adresser à l'individu avant de considérer que ce qui fait la force et la grandeur de notre pays, que ce soit sur le plan économique ou diplomatique, c'est sa cohésion. C'est d'ailleurs cette cohésion qui a porté la réussite des 30 Glorieuses et que vous ne considérez pas comme une force ou une valeur, contrairement à nous. Assurer cette cohésion suppose de penser une réforme, non pas sur la base de la seule liberté individuelle, mais sur celle de l'exercice réel de la liberté pour toutes et tous. Cela, votre texte ne le propose pas, et pire, le remet parfois en cause pour certains aspects. Alors, comme vous ne nous convaincrez pas sur ce point, et que sans doute nous ne vous convaincrons pas sur notre vision de l'exercice réel de la liberté, nous souhaitons mettre à profit ce débat parlementaire pour contribuer à améliorer quelques-uns des aspects que vous portez dans votre projet de loi. Cette démarche est celle qui, lors de la Commission des affaires sociales, a conduit à l'adoption de 11 des amendements présentés par le groupe Nouvelle Gauche. Ainsi, je vais en citer quelques-uns, la majoration du compte personnel de formation proposée par notre groupe a été acceptée. Vous avez également accepté que les salariés puissent utiliser ce compte personnel de formation pour passer le permis poids lourd. Notre amendement visant à ouvrir la validation des acquis de l'expérience aux travailleurs solidaires a été accepté, comme celui visant à réintroduire la lutte contre l'illettrisme dans le plan de développement de compétences des entreprises. Concernant Pôle emploi, ce dernier se verra désormais imposer de signifier aux demandeurs d'emploi les délais et les voies de recours dont ils disposent pour contester la décision qui leur refuserait l'attribution de l'allocation d'assurance chômage. Enfin, concernant les Outre-mer que nous estimons être les grands oubliés de notre projet de loi, nous avons fait voter la promotion de l'alternance dans les Outre-mer ainsi qu'une mobilité facilitée. Madame la ministre, pour la séance, nous vous proposons d'autres avancées et nous espérons que vous les soutiendrez. Tout d'abord, le compte personnel formation. Alors, Madame la ministre, nous avons déposé un amendement pour vous protéger de Bercy. Je m'explique. Avec votre texte de loi, vous monétisez le compte formation, c'est-à-dire qu'un salarié, au lieu d'avoir des heures sur son compte, aura des euros. On peut dire que ça offre une lisibilité supérieure. Mais comme le diable est dans le détail, il ne faudrait pas que cette lisibilité soit coûteuse pour le salarié. Une heure, qu'elle soit mesurée en 2018 ou en 2022, est toujours une heure. Par contre, ce n'est pas le cas pour l'euro. 1 euro 2018 n'est pas 1 euro 2022.
Et la vraie valeur monétaire évolue, bien entendu, au gré de l'inflation. Il y a quelques jours, l'INSEE a publié l'inflation, 2%. Alors, en faisant un petit calcul de coin de table très simple, d'actualisation, et en retenant l'hypothèse de 2% pour l'inflation, on constate que sans actualisation monétaire du CPF, les salariés vont perdre tous les 5 ans 10% de leurs droits à formation. Ainsi, les 20 heures de formation qu'un salarié aurait en 2018 ne seront plus que 18,11 heures dans 5 ans. Il est par conséquent indispensable que le CPF tienne compte des principes économiques de base, à commencer par l'inflation. Je crois que c'est le premier cours qu'on doit faire en économie. C'est pour cela que nous avons déposé un amendement visant à revaloriser chaque 1er janvier le CPF avec l'inflation. Alors manifestement, le rapporteur du texte, Sylvain Maillard, a bien vu qu'il y avait là un bug. Et il a donc déposé aussi un amendement, je le cite, visant à saisir le conseil d'administration de France Compétences pour un avis relatif à l'actualisation des droits au compte personnel de formation compte tenu de l'évolution générale des prix des biens et des services. Fermez les guillemets. Pardonnez-moi, mais je ne crois pas qu'il n'y ait besoin de saisir le conseil d'administration de France Compétences pour faire un calcul d'actualisation que dans cet hémicycle nous pouvons tous faire. L'INSEE publie l'inflation tous les mois, donc tous les mois nous pouvons faire ce calcul sans avoir recours à France Compétences pour émettre un avis. Toujours sur le CPF, nous estimons qu'il doit être majoré et porté à 35 heures par an et non 24, comme vous le proposez. Ces 35 heures ne résultent pas de notre invention, elles correspondent à ce qui a été proposé dans l'ANI. Comme vous le savez, Madame la Ministre, nous sommes soucieux du dialogue social, mais respecter le dialogue social suppose de respecter les décisions qui découlent de l'accord. C'est ce que nous avions fait en 2013. Concernant, deuxième point que je voulais aborder devant vous, les écoles de production. Nous vous remercions, Madame la Ministre, d'avoir fait marche arrière et d'avoir déposé un amendement qui reconnaît, pour la séance, je crois bien l'avoir lu, pour la séance, qui reconnaît la contribution qu'apportent les 25 écoles de production que compte à ce jour notre pays. Mais là aussi, le diable est dans le détail. Là aussi, le diable est dans le détail. Vous vous êtes engagé à ce qu'une convention soit signée entre l'État et la Fédération nationale des écoles de production afin que les branches professionnelles puissent abonder en remplacement de la taxe professionnelle. À ce jour, ces écoles ont pu atteindre un équilibre financier avec le quota de taxe d'apprentissage et aussi les subventions régionales qui permettaient le complément. Troisième volet que je souhaitais aborder devant vous, les CFA. Alors, ça a été dit par mes collègues précédemment, il y a 2 nouveaux principes. Le principe du financement au contrat. Chaque CFA touchera une somme définie nationalement par chaque branche, pour chaque apprenti qui l'accueillera. Plus un CFA aura d'apprentis, plus il couvrira ses frais de structure. Alors, vous avez cherché à nous rassurer en nous indiquant que 250 millions d'euros seraient alloués aux régions pour financer le soutien aux CFA qui n'ont pas la taille critique, mais qui jouent un rôle indispensable pour la cohésion de notre territoire. Or, vérification faite, Madame la Ministre, nous estimons qu'il faudrait plutôt 400 millions d'euros. Il manque donc 150 millions d'euros. Le deuxième volet, c'est le principe de liberté totale d'ouvrir et de fermer des centres et des sections. Ce sont désormais les branches professionnelles qui décideront. Mais là aussi, comment assurer une équité de traitement ? Notre pays compte 700 branches professionnelles. Certaines regroupent quelques dizaines de salariés, d'autres plusieurs centaines de milliers. Par ailleurs, l'organisation est très disparate. En conséquence, cette liberté totale conduira à mettre en concurrence l'offre de formation, notamment avec celle des lycées professionnels. Cette liberté totale conduira peut-être à remettre en cause certains CFA pour lesquels les régions ont payé des équipements. N'y voyez-vous pas là, Madame la Ministre, du gaspillage d'argent public? Madame la Ministre, nous craignons qu'au nom de la liberté que vous voulez donner aux branches, vous ayez en quelque sorte supprimé le pilote dans l'avion. Enfin, concernant la partie budgétaire, vous annoncez un plan à 13,8 milliards d'euros. En réalité, quand on refait la somme, c'est quand même du recyclage d'argent en grande partie existant. Et quand on regarde le jaune pour le PLF, pour la loi de finances 2018, on constate que sur les 13,8 milliards d'euros,
moins de 1 milliard d'euros en crédits de paiement, je ne parle pas des autorisations d'engagement qui sont 1,5 milliard, ont été votés cette année. Ce qui signifie qu'il va falloir que vous mettiez sur la table à chaque loi de finances en crédit de paiement sur les 4 années à venir 3,2 milliards d'euros. Nous saurons bien entendu vous le rappeler. Enfin, et je conclurai par là, concernant l'assurance chômage, reconnaissez-le, votre proposition est loin des promesses de campagne du président de la République. Pour les indépendants, il serait 30 000 à être concernés. Mais pour cela, il faut qu'ils remplissent plusieurs conditions, qu'ils aient subi une liquidation, qu'ils aient travaillé plusieurs années et qu'ils aient réalisé un bénéfice d'au moins 10 000 euros par an. Si ces 3 conditions-là sont remplies, alors ils pourront sans doute avoir 800 euros par mois pendant 6 mois. C'est un premier pas, mais c'est très loin de la promesse présidentielle. Pour les démissionnaires, la même chose. Il semblerait que ces 2 mesures coûtent 500 millions d'euros par an. Le gouvernement s'est bien gardé de préciser comment il allait financer ces 500 millions d'euros par an et surtout, il s'est bien gardé de dire à qui il allait prendre l'argent. Voilà, Madame la Ministre, nous avons un désaccord sur la philosophie du texte et nous sommes par ailleurs inquiets des non-dits de votre projet, que ce soit sur la partie budgétaire ou que ce soit sur la partie un certain nombre de droits, et je pense notamment aux Outre-mer. Bien sûr, ces non-dits budgétaires, nous le savons, risquent de se transformer en vide budgétaire. Et ça, évidemment, l'heure de vérité sera lors de la prochaine loi de finances. C'est pour cela que, Madame la Ministre, nous attendons du débat dans l'hémicycle que vous puissiez nous apporter ces réponses, que les garanties qui n'existent pas aujourd'hui dans le texte puissent être apportées, et surtout que vous reveniez sur l'inéquité qui est à l'œuvre concernant l'apprentissage, avec des mesures qui seront décidées et élaborées depuis Paris et qui s'appliqueront à tous les territoires, quelle que soit la réalité de ces territoires. Merci, Madame la députée.